Monsieur le ministre des Transports, vous, comme la plupart de vos collègues du gouvernement, vous êtes une preuve de l'excellence de l'université gabonaise. Après avoir été admis au baccalauréat au lycée national Léon Mbar, direction l'université Omar Bongo, où vous décrochez une maîtrise en droit public en 1993. Sans attendre, vous intégrez l'école nationale d'administration pour finir major général de la 14e promotion en 1996. À partir de ce moment, vous êtes administrateur civil. Vos premiers pas dans l'administration se font au sein du secrétariat général du ministère de l'Équipement et de la Construction en tant que chargé d'études peu avant avril 1999, date où vous êtes promu directeur de cabinet du ministre d'État, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. En 2002, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre des Transports et de l'Aviation civile. L'année suivante, directeur des ressources humaines de la Compagnie nationale Air Gabon, ce jusqu'à sa liquidation en 2006. Entre 2006 et 2012, vous avez continué à mettre en valeur vos compétences au service de l'administration gabonaise. Conseiller financier du ministre d'État, ministre de la Santé, conseiller du président de l'Assemblée nationale, directeur général de la modernisation de l'État. En 2012, vous accédez au fauteuil de secrétaire général de l'Assemblée nationale jusqu'en 2020. Oui, votre entrée au gouvernement date du 17 juillet 2020 en qualité de ministre délégué auprès du ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat. Depuis le 9 décembre 2020, vous êtes ministre des Transports. Une tête bien faite en tout cas. Et voici Face à vous avec Brice Constant Paya. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Face à vous. Enchanté. Marielle, bonsoir. Bonsoir Manix. Monsieur le ministre, comment vous faites pour gérer un chantier, un département aussi vaste que les transports, avec plusieurs démembrements, plusieurs entités sous tutelle? Merci bien. Je souhaite avant toute chose que vous me permettiez d'avoir un propos liminaire. Un propos liminaire pour louer l'initiative de cette émission, que je perçois comme un écho immédiat aux directives contenues dans le discours à la nation de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, prononcé le 31 décembre 2020. Exactement. Discours par lequel il invitait les membres du gouvernement à se prêter à cet exercice-là devant la presse. Et je tiens à le dire et à saluer cette initiative-là parce qu'elle nous permet d'avoir un échange direct avec les représentants de la société civile, avec les journalistes et en définitive de rendre compte de l'action gouvernementale. Et ça me paraît un exercice consubstantiel à toute démocratie. Je vous donne le programme, Monsieur le ministre. En première partie, on aura l'échange avec Marielle. Merci. On parlera des réformes que vous avez apportées ou que vous comptez apporter au sein de ce département ministériel. Ensuite, on va s'intéresser au coût du transport urbain, suburbain, interurbain, le maritime, le ferroviaire et l'aérien. Naturellement. Ensuite, nous parlerons de ce petit, on va dire, Imbroglio. exactement, entre la Sogatrain et Transurbe. Vous nous en direz un peu plus. Qu'est-ce qu'on doit choisir? Après, vous répondrez aux questions de vos compatriotes. Et ce sera ensuite le tour de passer à la seconde partie. Vous allez débattre avec un membre de la société civile, un partenaire social, c'est selon. Et voilà. Donc, vous êtes prêts qu'on peut démarrer l'émission, Monsieur le ministre? Je suis prêt. Allez, Marielle, on va y aller. On y va Manix. C'est parti, face à vous. Monsieur le ministre, il y a encore un libertinage dans le secteur des transports, notamment chez les prestataires de services affiliés. Hein, les permis de conduire s'achètent comme des morceaux de sucre, les chauffeurs des taxis règnent en maître, les agences de location et de vente de véhicules contrôlent le marché, etc. Quelles sont les réformes que vous avez apportées pour pouvoir trouver une solution à ce département ministériel? Merci. Écoutez, vous mettez le doigt sur une problématique qui est essentielle et fondamentale. Les transports terrestres aujourd'hui nécessitent effectivement qu'on y apporte des réformes, mais je ne compte pas faire moi un Big Bang. Je vais apporter des ajustements progressifs pour faire en sorte que nous puissions vraiment ramener l'orthodoxie d'abord et la transparence dans la gestion des transports terrestres. Qu'est-ce à dire? Effectivement, vous avez raison. Nombreuses des activités menées par ces opérateurs que vous évoquez sont des missions de service public que l'État a concédées à des opérateurs privés, sur la base de cahiers de charges bien établis, bien élaborés, et naturellement sur la base d'instruments juridiques élaborés par la puissance publique. Nous constatons aujourd'hui malheureusement que parfois ces opérateurs font à leur tête, excusez-moi l'expression. Vous avez, je le dis parce que récemment vous avez dû suivre sur les réseaux sociaux une inspection que j'ai diligentée, oui, et un des opérateurs s'était opposé à ce que cette inspection ait lieu
prétextant que des syndicalistes ne pouvaient pas y prendre part. Bon, je ne rentre pas dans ce débat-là. Moi, la mission que le chef de l'État et Madame le Premier ministre m'assignent, c'est de ramener, comme je l'ai dit, de la transparence, de l'orthodoxie, et j'y tiendrai. Nous avons prévu sur ce secteur-là des assises du transport terrestre, assises au cours desquelles nous nous asserrons avec tous les partenaires sociaux. Nous avons déjà toutes les fiches thématiques qui ont été élaborées en concertation avec les partenaires sociaux pour pointer chaque item, la tarification, l'évaluation de toutes les concessions de services publics, la problématique de la parafiscalité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs estiment qu'il y a trop de charges qui leur sont imposées et qui, naturellement, impactent sur le coût final du transport. Oui. Donc, tout cela sera regardé autour des assises. J'ai commencé des discussions, des entretiens avec tous les partenaires concernés par la question et nous avons déjà mis en place un comité paritaire ou mixte, en tout cas, d'organisation. Dans les tout prochains jours, nous lancerons ces réflexions utiles, il me semble, à la modernisation du secteur des transports terrestres dans notre pays. Concrètement, Monsieur le Ministre, en attendant ces assises, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez décrié pas mal de problèmes par rapport au coût, par exemple, du transport. Est-ce qu'on regarde sans agir? Est-ce que l'État, finalement, devient complice de ce qui se fait? Non, il faut revenir aux fondamentaux. Depuis la loi 3/71, qui régule les transports routiers dans notre pays, la responsabilité de l'État, est celle de déterminer la politique tarifaire. Mais les prix se fixent librement par les opérateurs. Ah oui. Ensuite, en 89 est intervenue une loi, je crois la 589 de mémoire, pour effectivement libéraliser la fixation des prix. Ce qui a fait que, souhaitant être une économie libérale, l'État a consenti à ce que les prix soient régulés par le marché, donc le jeu de l'offre et de la demande. Donc voilà. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il faut arriver à s'asseoir. Quelles sont les données du problème en réalité? Il y a eu que nous avons assisté quasiment à une sorte de dérégulation factuelle. Pourquoi le dis-je? Nous avons deux textes fondamentaux qui fixent un peu les prix. Un de février 1976, évidemment nous avons encore une économie qu'on pouvait estimer dirigiste, si vous permettez, et un texte de 84. L'un fixait de façon forfaitaire les tarifs des transports, routiers notamment terrestres, notamment les prix du taxi. Et celui de 84, qui est venu abroger celui de 76, fixait les prix, mais à des conditions que je vais vous évoquer. Il s'agissait de rapporter ces prix-là à la nature de la route. Selon qu'on était sur une route revêtue ou non revêtue, on avait un prix au kilomètre. D'accord. Sur les routes revêtues, non revêtues, nous étions à 50 francs le kilomètre. 35 francs le kilomètre, et sur les revêtus à 50 francs le kilomètre. Vous conviendrez que près de 30 ans après, ces prix n'ont plus cours aujourd'hui. Ils sont fixés de façon factuelle, sans que ce texte-là ait été dénoncé. C'est pour ça que j'ai dit que, effectivement, c'est une déréglementation factuelle qui est intervenue pour faire en sorte que désormais, en fait, c'est le marché qui fixe les prix. Ensuite, il y a eu une multiplication des acteurs. Quand je parle d'acteurs, ce sont les acteurs institutionnels et naturellement les clients. Expansion de la démographie, pour ce qui concerne les clients. Pour les acteurs institutionnels, toutes les missions qui étaient jadis confiées au ministère des Transports sont désormais partagées entre ce ministère-là, les collectivités locales. Ça fait une multiplicité des taxes. Aujourd'hui, les transporteurs estiment que il y a beaucoup de charges qui sont des charges fixes, mais qui sont importantes. La patente, l'assurance, il y a des charges d'entretien des véhicules. Il y a les coûts des véhicules. En 1980, on avait des ponis qu'on achetait à rénovation à 900 000 francs. Ce n'est plus le cas aujourd'hui de trouver un véhicule à 900 000 francs. Donc, on a des coûts de facteurs et d'exploitation qui ont explosé. On a des distances à parcourir qui sont plus longues, donc naturellement, le marché s'est un peu régulé lui-même. C'est pour ça que je disais qu'on a une déréglementation factuelle. Donc, l'État ne reste pas insensible. L'État, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque nous sommes dans la confrontation de l'offre et de la demande, l'État a créé des sociétés de transport public. Nous évoquons tout à l'heure la Sograta, on aura l'occasion d'y arriver, pour essayer de créer une offre alternative qui pourrait être un régulateur de prix. Voyez-vous,
nous avons la responsabilité, nous, État, d'assurer le transport à moindre coût. C'est ce que nous dit la loi, les 2 lois qui ont été édictées à cet effet-là, la 371 et dernièrement la 35/2009, qui est en fait la loi d'orientation des transports terrestres. Donc, nous avons créé cette société en nous disant que transportant les populations à moindre coût, les populations s'orienteraient vers cette société-là et ça ramènerait vers le bas les tarifs pratiqués par les opérateurs privés. Monsieur le ministre, je vous propose qu'on revienne après sur la partie concernant les coûts, ainsi de suite. Vous avez bien fait de présenter le contexte, mais revenons un tout petit peu sur les réformes, ou bien ce qui se fait en ce moment. Très bien. Vous avez parlé des entités sous tutelle du ministère des Transports. Quel rôle joue encore aujourd'hui l'autorité de régulation des transports ferroviaires? Parce qu'on a l'impression que ces missions sont déjà contenues dans les missions de Sogatrac qui exploite donc le chemin de fer et que l'ARTEF serait qui exploite le chemin de fer et qu'aujourd'hui l'ARTEF serait un peu en arrière-plan. Bon, vous avez parlé des réformes. Avant de revenir à votre question, bon, je vais indiquer que sur la partie transport aérien, nous avons enregistré des performances satisfaisantes. Souvenez-vous qu'en janvier 2021, l'aéroport de Libreville a été certifié ACI, juste parce que, effectivement, l'audit réalisé par l'OACI attestait que, au niveau de l'aéroport international de Libreville, nous prenions bien en charge les passagers en ce qui concerne la gestion de la crise sanitaire. Ensuite, en mai 2021, enfin fin avril, nous avons une certification d'aérodrome de Libreville. Voilà. Signe qu'effectivement, nous sommes un aéroport que les passagers peuvent fréquenter en toute sécurité. Ce sont des performances importantes. Dernièrement encore, nous avons eu un audit de l'OACI, cette fois-ci sur les questions de sûreté, et nous sommes partis de 40 points en 2017 pour être à 64,14 points aujourd'hui. Ouais. Signe encore qu'effectivement nous évoluons. Il y a effectivement des efforts à faire en ce qui concerne les équipements de sûreté. Ils sont pour certains frappés par l'obsolescence, mais nous progressons vraiment, je pense assez sûrement, vers une satisfaction assez totale de l'EACI par rapport à notre aéroport. Le rôle que joue l'ARTEF, monsieur le ministre, s'il vous plaît. L'ARTEF, c'est une autorité de régulation des transports ferroviaires. Donc, je revenais tout à l'heure, il faut distinguer entre les missions de la CETRAG, qui est l'opérateur privé auquel l'État a concédé la gestion de son infrastructure, donc le Transgabonais, chemin de fer Transgabonais, à ne pas confondre avec la Transgabonaise. Évidemment. Et l'ARTF a, pour ainsi dire, 3 missions. Mission de conseil, mission d'arbitrage en tant qu'autorité de régulation, mais également mission de contrôle. Ça me paraît être la plus importante de ces missions-là. Pourtant, il y a des accidents de train, monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des audits que l'ARTEF a déjà diligentés par rapport à ces accidents? Chaque fois qu'il y a un accident, l'ARTEF se rend sur les lieux pour déterminer les causes de cet accident-là. Et c'est là que ces missions s'arrêtent, monsieur le ministre? Non, pas du tout, pas du tout. L'ARTEF, c'est une autorité de régulation. Elle n'a malheureusement pas la possibilité de sanctionner. Elle évalue. Qui doit sanctionner quand l'ARTEF a fini d'évaluer? C'est l'État. Nous avons une concession qui dure 30 ans. Donc c'est un accord de volonté qui va durer 30 ans. Voilà. Il faut regarder si d'aventure il est constaté que la CETRAC sort des missions qui lui sont assignées par l'autorité concédante, c'est-à-dire l'État. À ce moment, effectivement, l'ARTEF, après constat, rend compte à l'État, émet un avis, et c'est sur la base de cet avis que l'État se retourne vers le concessionnaire. Est-ce que c'est déjà arrivé, monsieur le ministre, malgré le fait qu'il y ait plusieurs accidents de train? L'ARTF émet tout le temps des avis. Et les accidents de train, ils ne sont pas nécessairement de la responsabilité de la CETRAG. CETRAG fait tout aujourd'hui pour entretenir cette voie. Je rappelle qu'en ce moment même où nous parlons, il y a un remplacement des traverses en bois par des traverses en béton bibloc. D'accord. Ça partira d'Ovendo jusqu'à Franceville. Est-ce que c'est déjà en cours? C'est en cours. Il y a déjà 150 km de voies où les traverses en bois ont été remplacées en traverses en béton bibloc. C'est pour supporter le poids finalement des rails. C'est pour supporter le poids, stabiliser le rail et éviter naturellement les déraillements. Bien entendu, la CETRAG ne s'arrêtera pas là. Dans le programme qui est fixé, au-delà des remplacements des traverses en bois par des traverses en béton bibloc, il y a naturellement le traitement des zones instables. Vous savez que le gouvernement a, avec la CETRAG, mis en place le PRN, programme de remise à niveau de la voie, voilà, qui consiste au traitement de tout ce qu'on appelle zones instables, en termes simples. Sur une bonne partie entre Ovendo et Ndjolé, la voie a été posée sur des zones marécageuses et naturellement, avec le poids des trains
ces zones s'affaissent et ce sont des sources de Très déraillement. souvent les trains minéraliers, monsieur le ministre, qui Oui, déraillent. mais à cause du poids. Oui. Voilà, ils sont chargés, ils ont un poids qui n'est pas celui, heureusement, des trains de voyageurs. D'accord. Monsieur le ministre, pour finir, avant de passer sur la partie économique de notre échange, récemment, le Conseil gabonais des chargeurs a failli être dissous, disons-le comme ça. Comment avez-vous fait pour le sauver, monsieur le ministre? Bon, moi, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai sauvé le Conseil gabonais des chargeurs. Oui, bon, l'État avait pris à l'époque une décision qui a été retoquée par la Cour constitutionnelle et qui a permis au Conseil gabonais des chargeurs donc, de renaître, on va dire, de ses cendres. Aujourd'hui, c'est une société, une entreprise qui se porte bien. Le nouveau management, la nouvelle direction générale qui a pris le relais de l'OPRAG, parce que la direction générale de l'OPRAG avait gardé sous tutelle pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, donc la gestion du Conseil gabonais des chargeurs. Mais je suis heureux qu'aujourd'hui, cette structure-là fonctionne très bien. J'ai moi-même été dernièrement invité à prendre part, parce que je veille à ce que chacun des organes qui peut agir sur le niveau des prix, Oui. sur le niveau de la vie chère, mais fasse son rôle C'est effectivement le lien, en monsieur le exécution des mesures qui sont décrétées par le gouvernement, effectivement, pour essayer de faire en sorte que les coûts finaux de consommation soient plus ou moins maîtrisés. Donc le Conseil gabonais des chargeurs, tel un sphinx, renaît de ses cendres. C'est très bien. Alors, on passe maintenant à la question des coûts du transport. Vous avez très bien fait, je le disais, de planter le décor. L'urbain, le suburbain, l'interurbain, le maritime, le ferroviaire, l'aérien, Marielle. Monsieur le ministre, à quoi sert la contribution spéciale solidarité ponctuée sur chaque billet de train depuis 2017? Mais les mots doivent avoir leur sens. Il s'agit d'un impôt de solidarité et qui n'est pas seulement imputé sur chaque billet de train. Il faut sur tous les opérateurs aujourd'hui là, il y a cet impôt qu'ils doivent acquitter. Donc voilà. pas seulement les ferroviaires. Non, pas seulement le ferroviaire et pas seulement dans le transport. Hein. Vous avez plusieurs secteurs sous votre tutelle, non seulement le ferroviaire, mais aussi l'aérien. On se pose la question, est-ce que finalement le marché de l'aérien intéresse encore aujourd'hui l'État depuis la liquidation d'Air Gabon en 2006? Mais bien sûr, madame, on ne peut pas ne pas... De quelle manière, monsieur le ministre? On ne peut pas ne pas s'intéresser au marché de l'aérien. Nous avons aujourd'hui un projet important, hein, c'est celui donc de l'érection du nouvel aéroport de Libreville. Qui verra le jour quand? En juin 2023. C'est ce qui est prévu dans l'avenant et les accords que nous avons signés avec G16 Airport. Donc nous sommes bien présents. Peut-être que votre question aurait été de dire à quand la nouvelle compagnie aérienne nationale. Voilà, monsieur le ministre. Parce que si vous dites qu'on s'intéresse pour le marché aérien, c'est grave. On transporte les personnes doivent se déplacer. Il y a du fret marchandise qui arrive par avion. Donc l'État ne Non, mais vous savez très bien lorsqu'on pose la question. Et pour la compagnie aérienne, voilà. Mais pour la compagnie aérienne, écoutez, moi je ne veux pas faire d'annonce particulière. Je préfère travailler dans le silence que m'impose la sensibilité de ce dossier-là. Mais nous avons un schéma. Ce que nous ne souhaitons pas, nous, c'est d'avoir à revivre le fait que nous créons une compagnie nationale qui finalement s'apparente à une filiale d'une compagnie à laquelle nous serions alliés. D'accord. Voilà. Donc nous sommes en train de prendre tous les contacts possibles pour faire en sorte que nous puissions conventionner avec des constructeurs d'avions. De sorte que lorsqu'il y a des avaries moteurs et les décisions que nous devons prendre le soir de façon diligente avec directement le constructeur avec Boeing ou Airbus. Ça sera selon le choix opéré par les décideurs politiques Boeing, Embraer, les Dash. Dès que nous avons déterminé le type d'appareil, à ce moment-là, effectivement, nous pouvons aller. Mais ces discussions-là ont cours aujourd'hui. On a fait mettre en place une petite task force qui travaille de façon silencieuse. Comme je vous dis, le dossier est sensible et je ne veux pas faire d'annonce particulière. Monsieur le ministre, vous dites que le marché de l'aérien intéresse encore l'État, le public, mais depuis quelques semaines, la compagnie aérienne AfriJet propose des prix low cost défiant toute concurrence. Et pour se rendre à Port-Gentil, aujourd'hui, il faut débourser 35 000 francs, soit le même tarif que propose la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, société publique. Cette concurrence de prix, monsieur le ministre, risque de faire tomber la CENI qui a déjà des difficultés à fonctionner. Cela ne vous inquiète-t-il pas, monsieur le ministre? Monsieur Monjo, il faut que nous sachions ce que nous voulons. Il n'y a pas longtemps, c'était quasiment du AfriJet bashing. Au motif que les tarifs étaient très importants. Là, ils baissent les coûts et bon, ça vous pose un problème. Non. Non, ça ne va vous poser un problème à vous. À l'État? Non, pas du tout. La C2N2I est une société publique. Non, au contraire. Moi, je suis bien aise qu'aujourd'hui, ceux qui souhaitent aller à Port-Gentil, ils aillent
à des prix, comme vous dites, défiant toute concurrence. C'est très important. Mais aujourd'hui, une précision, pour ce qui concerne la C2N2I, nous sommes à 17 000 francs. Oui. Pas à 35 000. 17 000 francs. Malgré la Covid? 17 000 francs. Voilà. D'accord. Les compagnies privées, ce sont celles-là qui pratiquent les 35 000 francs en éco, je crois 50 000 francs. Mais la C2N2I, c'est 17 000 francs. Mais pour donc combien nous ne voyons pas ça comme pour combien de bateaux, monsieur le ministre? Où en sommes-nous avec cette CN2? Nous avons effectivement une difficulté réelle avec la C2N2I. Qui opère aujourd'hui avec le Kasanga. Le Kasanga, c'est en fait un navire qui est en leasing, donc en location. En location, qui est loué à 35 millions. Pourquoi l'État ne s'achète pas un navire? Bon, il y a des coûts. Pour quel bénéfice, monsieur le ministre? 35 millions le mois de location, mais après, quels sont les taux de bénéfice? Oui, voilà, justement, nous sommes un peu dans cette difficulté-là, parce que je vous disais que la C2N2I, c'est à peu près 282 agents, 126 millions de masse salariale nette mensuelle. Finalement, est-ce qu'on ne tourne pas à perte? Oui, bon, c'est une compagnie qui a une mission de service public. Vous savez que l'État subventionne et aujourd'hui, nous sommes en train de repenser la gouvernance de la C2, comme d'autres compagnies d'ailleurs, qui sont dans des difficultés similaires. Nous y reviendrons certainement. Mais aujourd'hui, je travaille hier encore avec le directeur général de la C2N2I pour voir ce qui peut être fait, parce que nous sommes en réelle difficulté. Le bateau qui reste, c'est le CT Kama, qui est encore en carénage, c'est-à-dire en réparation. Et donc, nous avons des difficultés avec la seule barge aujourd'hui qui travaille. Et pour tout vous dire, avec l'arrêt momentané du Kasanga, qui est, je disais, en location, la C2N2I ne fait en ce moment que du fret. Donc il y a effectivement matière à réflexion en ce qui concerne le sort de cette société. Ce qui fait les affaires d'Afrijet, monsieur le ministre. Pourquoi insistez-vous sur Afrijet, monsieur Mondjo? En tout cas, croyez-moi que moi, je serais un bon client d'Afrijet. Vous n'allez pas souvent à Port-Gentil? Pour l'intérêt général, ce serait quand même bien que l'État essaie de s'y pencher un tout petit peu, monsieur le ministre. Sogatra ou Transurbe? Sogatra va-t-elle, comme Air Gabon, fermer à terme, monsieur le ministre? Sogatra a de réelles difficultés également. Une carte d'identité rapide de Sogatra. Allez-y. 858 agents. 386 millions de masse salariale nette mensuelle. 36 bus. 4 milliards de subventions de l'État. Si vous prenez rien que la masse salariale de 386 millions rapportée à l'année, vous avez absorbé la subvention accordée par l'État à la Sogatra. Oui. Il y a donc là aussi, malheureusement, une réelle difficulté. Une difficulté accrue par le fait, effectivement, et je sais que vous y venez certainement, qu'il y a à côté Transurbe, qui opère sur le même network, le même réseau d'exploitation. Il faut donc redéfinir les missions. J'ai assigné à la direction générale de Sogatra de rencontrer les partenaires sociaux, parce qu'il faut être clair et franc. Il me semble qu'aujourd'hui, il n'y ait qu'une alternative. Premier point de l'alternative, c'est une réflexion en profondeur de la Sogatra, en incluant, parce que je crois aux vertus de la concertation, en incluant les partenaires sociaux, pour définir le modèle qui doit être celui de Sogatra dans le contexte actuel. Il faut absolument une réduction drastique des effectifs. Absolument. Il faut revoir les modalités de la gouvernance. Il faut revoir l'organigramme qui est pléthorique. Donc, je dis que c'est une alternative parce que derrière ça, monsieur, il y a une dette fournisseur estimée à 1,5 milliard aujourd'hui, sous réserve de circularisation de cette dette-là. Il y a une dette sociale importante, CNSS, PNAMGS. Aujourd'hui, les dettes cumulées de Sogatra se chiffrent à 22 milliards. Donc, il y a matière à réflexion. Donc, où nous sommes dans une réflexion très profonde avec la participation des partenaires sociaux, donc les 6 syndicats présents à la Sogatra, ou bien malheureusement, nous orientons vers une liquidation de la Sogatra. Je vous ai donné la carte d'identité, le tableau n'est pas si réluisant que cela. Et avec tout cela, l'État a quand même eu la volonté de mettre en place la Transurbe. Oui, et la Transurbe sans d'abord passer par la liquidation, monsieur le ministre. Expliquez-nous comment ça s'est fait. Bon, écoutez, il est clair que Transurbe existe, a été créé. Les deux sociétés aujourd'hui ont les mêmes missions, opèrent sur le même segment. Et nous sommes en train de réfléchir pour voir aujourd'hui comment orienter la Sogatra
vers l'interurbain, c'est-à-dire la circulation grand Libreville, vers l'intérieur du pays. Oui. Ce sont les modèles que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui pour voir s'ils sont rendables, parce que n'oublions pas que ça a déjà été expérimenté à l'époque. Oui. Mais bon, entre l'état du réseau routier, le problème de pièces de rechange, donc nous sommes en train de regarder aujourd'hui, en raison du nombre actuel d'autobus disponibles au niveau de la Sogatra, si elle s'oriente vers le réseau interurbain, quels seraient les coûts prévisionnels d'exploitation en tenant compte naturellement de sa situation actuelle et des dotations que l'État consent à cette société-là. Donc il est clair qu'aujourd'hui, Sogatra peine à remplir la mission de service public qui lui est confiée par l'État. C'est bien de le dire, monsieur le ministre. Voilà. Oui. Et donc nous allons regarder, une réflexion, elle va être achevée là, parce que j'ai fait mettre en place un comité interministériel composé d'experts du ministère des Transports, du ministère de l'Économie, du ministère des Finances et du ministère du Travail, pour regarder toutes ces questions-là de façon objective et proposer une décision aux plus hautes autorités. Est-ce qu'on va encore rester pendant longtemps oui, Marielle, rapidement, oui. Dans la gratuité des transports avec Transurb, ou est-ce qu'elle va rapidement rentrer dans sa phase commerciale? Pour l'instant, le chef de l'État souhaite accompagner les populations gabonaises. Et donc, l'arrêt de la gratuité, en tout cas, je n'ai pas encore reçu d'instruction particulière dans ce sens. Le chef de l'État a décidé pour l'instant d'accompagner les populations en offrant cette possibilité-là de se transporter gratuitement. Et ça coûte. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment à plus de 20 milliards de francs CFA en ce qui concerne donc le financement de la gratuité des transports publics. Et peut-être que le secours de la Sogatra viendra de la transgabonaise une fois que le réseau routier sera praticable. Vous pourrez faire de l'interurbain, monsieur le ministre, pourquoi pas? Bien entendu. Allez, les questions de vos compatriotes, vous allez y répondre lorsqu'on reviendra sur le plateau. C'est parti, les questions des populations. Monsieur le ministre, je me prénomme Gilles, je suis un habitant de Libreville. Alors, je réside au PK9. Du PK9 à la gare routière, c'est maintenant 500. Pourquoi cela? Ensuite, à Caen, le transport interurbain du côté de Chibanga, de Lambaréné, du côté de Fougamou, à Caen cela? Ici, tout le monde bénéficie de transport en commun gratuit. Mais ceux de l'intérieur du pays, qu'est-ce qu'ils feront? Monsieur le ministre, on constate que les tarifs pour aller en province ont augmenté. Maintenant, ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous avez prévu pour aider les Gabonais et les citoyens qui veulent aller à l'intérieur du pays? Le transport d'un pays comme le nôtre est dans les mains de nos frères. Je ne suis pas contre, mais de nos frères expatriés. Donc, c'est aussi un problème. Et un matin, chacun donne le montant qu'il veut. Donc, il n'y a pas de montant, il n'y a pas de tarif. Et le peuple, à un moment donné, ne s'en sort pas avec ce problème-là. On se pose la question, quel est réellement le rôle du ministre du Transport? Je m'adresse au ministère du Transport. Le Gabon a fait partie de 8 étudiants de ce pays pour aller en EDC apprendre, pour la marine marchande. Ils sont allés, ils ont été formés pendant 4 ans et demi. Arrivés ici au Gabon, on ne peut pas les intégrer dans la fonction publique. Il s'agit de quoi? Ces gars-là, ils sont en 5 ans, je pense qu'ils ont déjà perdu les notions. Il y en a qui sont les conducteurs de bateaux, d'autres sont les bureaucrates, je peux le dire. On va les intégrer dans la fonction publique quand? Monsieur le ministre, vous avez écouté vos compatriotes. On commence par l'épineuse question du coût. Même si vous avez dit que le secteur est libéralisé, vous comprenez que ça inquiète les populations au plus haut point. Tout à fait. Je crois qu'on avait déjà envisagé cette question-là. Tout ce que je peux leur dire, c'est ce que je vous ai déjà dit. Nous allons très rapidement nous asseoir dans le cadre des assises des transports terrestres. À l'intérieur, nous avons prévu de mettre en place un comité technique qui va réfléchir sur la tarification des transports et définir, comme cela est indiqué, la politique tarifaire dans les transports terrestres. Maintenant, c'est vrai, il a indiqué que fait le ministre des Transports. Je vous ai dit que dans le texte législatif qui régit la matière, le ministre des Transports n'est pas seul à définir cette politique tarifaire. Il est accompagné donc des ministres financiers, économie, budget et des collectivités locales, parce qu'effectivement, l'État peut concéder aux collectivités locales donc la gestion de certains pans de transport terrestre. Donc, nous allons effectivement y arriver, mais dans les tout prochains jours. Monsieur le ministre, est-ce qu'il faut attendre le sort de la Sogatra pour espérer le transport interurbain à l'intérieur du pays? Non, non. Pourquoi le sort de Sogatra? On n'a pas besoin d'attendre le sort de Sogatra. Je vous ai dit que Sogatra, nous réfléchissions déjà à réorienter la Sogatra, je dis bien éventuellement, vers l'interurbain. Pour l'instant, qu'est-ce qui peut être fait?
Oui, mais pour l'instant, bon, moi je ne veux pas claquer comme ça, ce n'est pas une génération spontanée qui fera qu'on puisse aujourd'hui régler le problème du transport interurbain. Voilà, nous continuons la sensibilisation. J'ai, depuis février, discuté avec des partenaires sociaux. Naturellement, nous étions parvenus au stade où nous envisagions d'aller ensemble faire cette sensibilisation-là. J'ai commis déjà, il y a quelques mois, la Direction générale des transports terrestres pour aller vers les transporteurs interurbains, faire ces sensibilisations-là. Mais vous savez, ce n'est que de la sensibilisation. Oui. Derrière ça, ils vont vous évoquer la question de la réduction du temps de transport, de la réduction du nombre de places à bord, donc de la réduction des recettes journalières. Certains parmi eux ont des propriétaires de taxis qui imposent des recettes quotidiennes qui ne veulent pas baisser. Donc, il y a vraiment pas mal d'aspects contingents dedans à prendre en compte. Ce n'est pas facile pour vous, Monsieur le ministre. Oui. Voilà. Monsieur le ministre, la gratuité pour aller à l'intérieur du pays, vous avez fait état de combien ça coûte déjà l'État au niveau de Libreville, mais est-ce qu'il ne fallait pas également envisager pour aller à l'intérieur du pays? Cela est envisagé, mais vous savez, nous sommes obligés de, comme on dit, d'agir sous la contrainte de la disponibilité des véhicules. Oui. Aujourd'hui, nous mobilisons déjà sur le Grand Libreville 160 bus de la Transbur, 36 de Sogatra et 10 de Transakanda. Oui. Vous voyez, nous sommes déjà quasiment en tension. Et naturellement, malheureusement, il est difficile, et c'est regrettable, je conviens, d'envisager à ce moment-là d'avoir cette gratuité à l'intérieur du pays. Si nous disposions d'un nombre de bus suffisant, eh bien, naturellement, cette mesure s'étendrait à l'intérieur du pays. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas régler la question du coût si on nationalisait? Bon, je ne sais pas si la gabonisation aurait un coût sur le prix du transport. Je ne vois pas bien le lien de cause à effet, je ne le perçois pas bien. Mais ce que je veux dire, c'est que l'État, depuis plus de 20 ans, travaille à cette gabonisation. Malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Quel est le problème? Est-ce que ce sont les Gabonais qui ne sont pas intéressés? Qui ne sont pas intéressés, mais je crois qu'ils le deviennent davantage. Souvenez-vous qu'à l'époque déjà, il y a eu des actions qui ont été menées avec la collaboration de la Banque gabonaise de développement, avec le FODEX. Malheureusement, ça n'a pas été suivi. Il faut peut-être insister parce que ça réussit ailleurs, au Cameroun par exemple. Aujourd'hui, il faut le dire, je salue l'action de Madame le ministre de l'Emploi sur ce sujet-là. Oui. L'ONE a mené un projet qui est en phase d'aboutissement pour faire en sorte qu'il y ait 200 compatriotes qui bénéficient en fait de véhicules, donc de taxis, avec un accompagnement pour nous assurer que derrière cette activité sera promoteuse et portera les fruits escomptés. Monsieur le ministre, pour terminer cette première partie, l'intégration à la marine marchande de nos compatriotes. La SICOS. Oui. Bon, écoutez, nous avons un problème de programmation. Ces jeunes sont effectivement allés à cette école sous-régionale de Kinshasa. À Kinshasa, en RDC, Kinshasa, ils sont rentrés, d'ailleurs tous n'ont même pas achevé leur formation. Malheureusement, ils ont suivi toute la partie théorique, d'ailleurs brillamment pour certains. Et malheureusement, en revenant ici, je crois en raison du défaut d'une compagnie parce que, très rapidement, ces jeunes compatriotes ont été formés pour la navigation intérieure. C'est-à-dire que sur les eaux fluviales, il y a une distinction. La mer, les fleuves et les lagunes, c'est différent. Absolument. Voilà. Et ces jeunes ont été formés dans le cadre justement de la navigation intérieure, donc fluviale et lagunaire. Malheureusement, on n'a pas de compagnie ici qui aurait pu permettre qu'ils complètent leur formation par le stage pratique exigé dans le cadre de leur cursus. Mais tout ceci répond, Monsieur le ministre, à une programmation de l'État. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, nous sommes en train de réfléchir, madame. Ils le savent. Je les ai déjà reçus à plusieurs reprises. C'est vrai que parfois, ils sont un peu intempestifs et je comprends leur impatience. Mais nous réfléchissons. Le ministre de la fonction publique et nous sommes en train de travailler pour voir comment est-ce que nous pourrions repartir les affectations en fonction de leur profil aujourd'hui. Certains sont déjà un peu en stage au niveau de la direction générale de la marine marchande, du service de signalisation maritime. Mais nous travaillons à faire en sorte que les autres aussi le soient également dans d'autres administrations qui pourraient les accueillir. Et nos problèmes ne s'arrêtent pas là, parce que bon, il y a encore 37 qui sont en formation à Kinshasa et qui vont rentrer à la fin de cette année. Donc il faut que nous ayons un cadre programmatique bien établi pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse naturellement recruter éventuellement. Voilà. Mais il faut quand même dire une chose.
sans les décourager. C'est que le fait que l'État envoie en formation ne veut pas dire ipso facto que l'État a l'obligation de vous intégrer dans la fonction publique. Sinon, vous et moi, qui avons bénéficié parfois pour certains des bourses de l'État, nous exigerions que l'État nous intègre dans la fonction publique. C'est dit, Cela, monsieur ça le doit être ministre. dit. Oui. Merci Marielle d'avoir apporté les questions de vos compatriotes. C'est le face-à-face maintenant, monsieur le ministre. Allez, tout de suite. Bonsoir, monsieur Robert Meignier. Bienvenue sur le plateau de Face à vous. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir. Vous êtes le président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, le CITEG, et vous avez suivi la première partie de ce numéro de Face à vous. Vous avez plusieurs questions à adresser à monsieur le ministre. On va y aller rapidement, permettez-moi de vous le dire s'il vous plaît, compte tenu du temps. Monsieur Robert Meignier, allez, le débat est ouvert. Merci, cher ami. Je voudrais commencer par la question épineuse des coûts de transport. Le ministre a indiqué tout à l'heure que les assises vont se tenir. Mais moi, j'ai eu une inquiétude. C'est que la question de l'augmentation des coûts de transport aujourd'hui est liée à la question de la maîtrise des charges afférentes à l'exercice de la profession de transporteur. Aujourd'hui, nous assistons à une augmentation exponentielle de ces charges-là, que ce soit au niveau des charges légales, dans lesquelles il y a les charges fixes, la patente, la visite technique, l'assurance de type D, l'expertise automobile, le certificat médical, etc., que ce soit au niveau des charges variables, les pneumatiques, les lubrifiants, le carburant, etc. À cela, il faut ajouter les charges illicites, c'est-à-dire toute la question liée aux tracasseries. Mais mon inquiétude, c'est que il faut dire la cause de l'augmentation des coûts. Alors, monsieur le ministre, pensez-vous que nous pouvons arriver à des prix au juste prix si le gouvernement continue à se comporter comme un prédateur en augmentant les charges chaque année? Je vous signale que entre 1976, date à laquelle ont été fixés les coûts actuels, et aujourd'hui, beaucoup de charges ont été multipliées par plus de 14. Et ces charges, ce sont les charges de l'État. C'est-à-dire que l'État, par une certaine gourmandise financière, augmente d'année en année ce que lui, il prend sur les transports, mais voudrait arriver qu'on arrive à des coûts raisonnables. Monsieur le ministre, l'État en prédateur. Les mots sont forts. Hein. L'État, la prédation de l'État, il faut l'établir, hein, monsieur Meignier. Vous avez indiqué que les prix sont fixés depuis 1976. Vous savez naturellement qu'en 1984, il y a eu un autre texte qui fixait ces prix-là selon que la nature de la route, selon qu'elle soit revêtue ou non revêtue, mais que ces prix en définitive, en réalité, ne sont pas appliqués. Aujourd'hui, lorsque nous allons sur le marché du transport, nous voyons bien que les transporteurs eux-mêmes aujourd'hui ont segmenté les tronçons et que les dispositions des textes réglementaires de 1976, puisque vous y faites allusion, ne sont plus du tout respectées. Donc, il faut aussi arriver à faire une étude comparative de l'augmentation factuelle auquel ont procédé les transporteurs pour essayer de rapprocher tout cela. Et c'est pour ça que je dis que la multiplication des acteurs intervenant dans la matière fait qu'aujourd'hui, en dehors de toute concertation, il sera difficile, vraiment très difficile, d'arriver à trouver le juste équilibre de prix. Donc un prix d'équilibre qui pourrait satisfaire à la fois l'État, et quand je dis l'État, il y a l'État central, enfin la puissance publique, l'État central et les collectivités locales, et les transporteurs qui naturellement, et ça je l'ai dit tout à l'heure, je ne serais pas responsable si je ne reconnaissais pas qu'aujourd'hui, ceux dont se plaignent les transporteurs, du moins une partie, est vérifiable. Donc il y a effectivement je pense, j'en ai la conviction, en tout cas, l'État ne peut plus s'asseoir de façon unilatérale pour fixer un prix et déterminer ce qui pourrait apparaître comme un juste prix. L'idée d'avoir des concertations avec les partenaires. Absolument, nous devons nous asseoir, le ministère de l'économie, parce qu'il faut arriver à dire exactement qu'est-ce qui est prélevé, que prend l'État sur les transporteurs, je veux bien, la patente, la varie une fois. Il faut vraiment arriver à regarder tout ça aujourd'hui. Donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, pour arrêter les souffrances de nos populations, de vos clients, il faudrait que nous nous retrouvions rapidement, comme nous en avons convenu, pour que nous puissions regarder ce qui peut être fait, ramener les prix à ce qui doit être, parce que je sais que, et en toute objectivité, les prix, et la loi le dit,
sont fixés en fonction de vos coûts d'exploitation, du prix de revient de l'exploitation d'un véhicule. Donc tout ça là, effectivement, ça doit être mis bout à bout. Nous avons commencé des discussions avec M. Meunier, avec d'autres. Nous avons reçu les syndicats de transporteurs dans le cadre de la cellule de veille économique mise en place par le gouvernement pour réfléchir à l'atténuation vraiment de la souffrance de certains opérateurs économiques, oui, il y a y compris les transporteurs. Monsieur Robert Meunier, peut-être vous voulez rebondir. Oui. Oui, tout simplement pour dire que effectivement nous avons convenu de ces assises. Mais je voudrais demander au ministre, nous avons eu des assises comme ça à plusieurs reprises. De mémoire de syndicalistes, nous en avons déjà eu 3 ou 4. Quelles sont les chances aujourd'hui pour nous de penser que cette fois-là sera la bonne, puisque nous allons exactement dire les mêmes choses que nous avons dites. Les chances, c'est garanties, oui. Je ne donne pas de garantie. Je pense que vraiment nous sommes partis liés dans cette affaire. Et les chances de réussite, c'est la responsabilité de nos paroles. La parole publique a un sens. Et je suis membre du gouvernement, je ne peux pas m'engager sur un schéma qui ne serait pas suivi des faits. Je ne sais pas les facteurs qui ont prévalu à l'époque pour que les assises qui ont pu avoir lieu ne produisent pas les fruits escomptés, mais je m'engage, moi, et j'en ai rendu compte à Madame le Premier ministre, que ces assises-là, à l'intérieur desquelles nous mettrons en place un comité technique spécial pour redéfinir vraiment la politique tarifaire, ces assises-là, me semble-t-il, si elles sont empreintes de responsabilité, et je ne doute pas que vous et moi, en ayant, M. Meunier, ces assises forcément produiront des fruits escomptés. Monsieur le ministre, avant d'en arriver aux questions de réforme, j'aimerais souligner un aspect important qui a été oublié et vous poser des questions là-dessus, sur l'aspect des investissements en matière d'infrastructures et d'équipements de transport. Tout transport, tout type de transport confondu, transport terrestre, ferroviaire, aérien. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, en 2021, nous soyons à un degré pas très loin d'un degré zéro sur les équipements de transport? Nous n'avons pas aujourd'hui de gare routière intermodale dans notre capitale. Nous n'avons pas de zone d'embarquement et de débarquement. Nous n'avons pas les infrastructures adéquates pour faire du transport. Est-ce que cela est normal après tant d'années d'investissement dans le secteur des infrastructures? Ah oui, monsieur le ministre, enfin, oui. Bon, écoutez, c'est un constat que nous faisons. Nous n'avons pas de gares routières qui sont des gares terminales. Nous en avions eu, M. Meunier. Et vous savez, pour avoir pris part, je crois, à des réflexions antérieures, que l'érection d'une gare routière intermodale avait déjà été envisagée. Seuls les coûts aujourd'hui font que ce projet n'a pas eu lieu, mais il est entendu que, effectivement, nous puissions, dans le cadre de la régulation du transport terrestre, construire donc ces gares routières-là. C'est dans les projets. Il suffit aujourd'hui vraiment, nous sommes en train de voir, dans le cadre des partenariats publics-privés, comment faire effectivement pour ériger et construire ces gares routières. Des gares routières terminales, mais également des gares routières intermédiaires, parce qu'effectivement, dans le cadre de la régulation de la circulation routière, nous avons un véritable problème avec l'organisation des zones d'embarquement et de débarquement. Oui. Donc ça, effectivement, c'est une question pertinente. M. Meunier, il sait, il vit dedans depuis une trentaine d'années, donc il sait très bien, lorsqu'il pose les questions, que normalement, il devrait apporter les solutions. Mais nous avons conseillé au gouvernement depuis longtemps l'évolution vers un PPP, c'est-à-dire un partenariat public-privé qui pourrait permettre que, avec l'apport d'investisseurs privés, on puisse... Mais ça, c'est des solutions que nous proposons depuis. C'est vrai que le ministre dit que je connais les réponses, mais puisque nous proposons ces réponses, il faut une gare routière. Regardez quand vous passez à ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancienne gare routière. Vous voyez le désordre que cela engendre. C'est parce que nous n'avons pas de gare routière. C'est pareil pour les À quoi est dû ce désordre, M. Meunier? Ou à l'origine de qui est ce Non, mais parce qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Les gens garent à même la route pour pouvoir desservir l'ensemble des directions.
Or, il faut une architecture adaptée à une gare routière qui est un élément central dans le système de desserte et de fluidité d'un système de transport. C'est pareil pour les zones d'embarquement et de débarquement. Absolument, Si vous n'avez pas ces espaces, on n'en arriverait pas à l'opération libérer les trottoirs. Nous en convenons. C'est pour ça qu'il faut convenir qu'il y a beaucoup d'incivisme routier également. Et nous avons, le chef de l'État et Madame le Premier ministre ont décidé qu'effectivement, nous puissions mener cette opération-là pour lutter contre cette, excusez-moi le terme, cet incivisme routier. Mais pour revenir à ce que vous indiquez, nous avons aujourd'hui des engorgements qui sont liés au défaut de régulation de ces zones d'embarquement et de débarquement. Je reconnais que ce sont des missions de service public que l'État doit concéder éventuellement à des particuliers. Mais aujourd'hui, cela se fait sans qu'il n'y ait une organisation particulière. Et c'est pour cela, je disais, je vais revenir encore une fois, que ces assises-là nous permettront de regarder toutes ces questions-là et d'ensemble arrêter les modalités de l'action de l'État, mais également les modalités d'intervention des opérateurs économiques exerçant leur activité sur le secteur des transports routiers. Monsieur Meignier. Oui, j'avais une question aussi sur toutes ces taxes qui sont prises, que ce soit dans le cadre du transport ferroviaire, du transport terrestre, du transport aérien, et que doivent payer les passagers. Moi, Monsieur le ministre, quelle est l'efficacité de ces taxes? Parce que nous... à quelle taxe faites-vous particulièrement? Je parle par exemple de la contribution de solidarité. La CSS, encore une fois. Au niveau du ferroviaire. Oui. Je pense à... Mais je reviens, la CSS ne se perçoit pas qu'au niveau du ferroviaire, M. Mini. Tous les opérateurs économiques qui sont assis, c'est un impôt de solidarité nationale. Voilà, c'est pour ça que je dis que ce soit le ferroviaire, l'aérien... Et pas que dans le transport. Voilà. Ou même de manière générale. Voilà. Mais la question reste la même. Parce que cela pose deux problèmes pour nous. D'abord, un problème de surfiscalité qui asphyxie les usagers sans que ces augmentations ou ces taxes nouvelles ne soient sanctionnées par des investissements qui pourraient profiter à ces usagers-là. Ne vous avancez pas tout à dire ça. Alors que Monsieur Meignier est habitué de ce genre de sortie, Monsieur le ministre. Alors qu'au départ, ces taxes sont fixées pour, dit-on, permettre à l'État de continuer des investissements sociaux et tout ça là, mais voilà. Que malheureusement on... Non, mais ne dites pas que vous ne voyez pas, parce que déjà il faut revenir à un principe, le principe de l'universalité budgétaire. Il n'y a pas de recettes, des recettes affectées. Cette taxe, elle est collectée, elle rentre dans une caisse qu'on appelle la caisse de l'État et elle sert à financer toutes les dépenses de l'État. Il faut déjà que ça soit entendu comme ça. Mais encore une fois, Monsieur Meignier, les problèmes sont connus. Je ferai l'autruche en ne reconnaissant pas qu'il y a des difficultés. Mais nous devons, vous et moi, reconnaître que les torts ne sont pas seulement du côté de l'État. Si tort il y a, nous avons la responsabilité ensemble aujourd'hui d'arriver à moderniser le secteur des transports terrestres. Nous nous sommes vus plusieurs fois, nous en sommes convenus, et je pense qu'aujourd'hui c'est vers cela qu'il faut tendre. D'accord, il y a ce débat qui doit nous alimenter, mais lui et moi savons où nous allons pour le temps que nous serons là, pour essayer de faire en sorte que dans un cadre concerté et apaisé, nous puissions vraiment arriver à moderniser ce secteur, assurer la fluidité des transports. La question des infrastructures, des équipements de transport, elle est réelle. Nous avons une démographie qui a été multipliée, on va dire, de 100% en l'espace de 30-40 ans. Nous avons un parc automobile qui est aujourd'hui quasiment à 300 véhicules, mais avec des routes qui sont restées à peu près à l'identique quand certains segments ne sont pas fermés. Donc nous savons effectivement qu'il y a ces problèmes-là. C'est à nous, ensemble, d'arriver à proposer des solutions à l'État. Je suis gouvernement. J'assume cette responsabilité-là, mais je dis qu'aujourd'hui, au stade où nous sommes parvenus, si on n'a pas cette concertation dans un secteur qui s'est beaucoup corporatisé, avec une multitude de syndicats, de transporteurs, de propriétaires de véhicules, si nous ne nous asseyons pas pour arriver à éradiquer ces fléaux qui risquent de ne plus être simplement conjoncturels, mais structurels, nous risquons d'avoir des problèmes. Monsieur Meignier, pardonnez-moi, on reproche aux transporteurs clandestins, qu'on appelle clando, de ne pas entretenir leurs moyens de locomotion,
Pourquoi, monsieur Robert Meignier? Bon, déjà ils ne sont plus clandos, puisque clando vient de clandestin. Or, ils ont été formalisés. Aujourd'hui, ils payent les taxes. Ils payent exactement tout ce que payent les transporteurs. Oui, mais l'état de véhicule qu'ils proposent aux clients reste à désirer. L'état de véhicule. Mais là, les torts sont partagés. La norme est claire. Pour exercer une activité de transport, que ce soit transport urbain ou suburbain, il faut avoir la visite technique, qui est un contrôle technique de sécurité. Et il faut avoir l'expertise auto faite par la mairie. Alors, comment se fait-il que nous soyons en présence de cercueils roulants? Donc, il faut regarder plutôt du côté de la visite technique, puisque ces cercueils roulants détiennent la visite technique. Comment ont-ils fait pour l'avoir? Mais ça pose la question. Et le ministre disait tout à l'heure qu'une inspection a été diligentée par le ministère et qu'un concessionnaire a osé refuser une inspection diligentée. Oui, ça a été vu dans les médias, monsieur le ministre. Vous ne pouvez pas échapper. C'est lui qui lui a concédé le service. Ça pose peut-être la question de revoir les conventions et les contrats qui ont été signés par le ministère avec certains concessionnaires du type de ceux dont on parle. Monsieur le ministre, pour finir. Écoutez, vous m'avez vu sourire un peu, esquisser un sourire, parce que nous sommes là effectivement entre le fait divers et les questions sérieuses. Le fait divers, c'est effectivement ce que vous évoquez, à juste raison, monsieur Meignier, une inspection commise par l'autorité détentrice de la puissance publique et repoussée avec une violence évidente par un opérateur auquel l'État a concédé une partie de ses missions. Ça, je le dis, nous sommes sur un plateau, ce n'est pas le lieu. Heureusement qu'on finira par là, monsieur le ministre, oui. Mais effectivement, pourquoi suis-je amené à systématiser ces inspections, qui sont d'ailleurs prévues à la fois dans les cahiers de charges et dans la convention de concession qui nous lie à ces opérateurs? J'ai fait ce constat également, que au-delà de ce qu'on peut penser comme étant de la commune renommée, c'est-à-dire ce qui m'aurait été rapporté, nous le voyons, nous circulons. Je me pose les mêmes questions. J'ai donc interrogé mes collaborateurs et j'ai décidé de vérifier la conformité de l'activité de tous ces opérateurs auxquels l'État a concédé des missions de service public. Ça s'est bien passé dans un cas où nous avons d'ailleurs relevé d'importantes insuffisances. Pour ainsi dire, il y a même des opérateurs qui exerceraient leur activité sans qu'ils n'étaient préalablement autorisés par l'État. Voyez-vous la situation? Que faire? Vous allez retirer mettre nous verrons, fin à la concession du service public? Il faut regarder les clauses résolutoires. Nous avons certains accords de volonté, nous allons regarder, nous prendrons nos responsabilités par rapport à cette situation-là. Merci, monsieur le ministre. Malheureusement, on est obligé de refermer ce plateau. On est arrivé au terme de l'émission. Merci, monsieur Robert Meignier, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, le SILTEG. C'est la fin, messieurs, de ce numéro de Face à vous. Merci à vous d'avoir été les nôtres. On se retrouvera prochainement. Portez-vous bien entre-temps.